Encore une fois, nous sommes très heureux de vous retrouver pour 52 minutes de football sur Africa 24, comme tous les lundis, dans l'FC Africa 24 Football Club. Nous allons tout de suite feuilleter le sommaire avec, dans un premier temps, nous verrons les demi-finalistes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. En deuxième partie d'émission, nous ferons un focus sur le football séchellois, mais aussi le football comorien et le football capverdien. Et puis nous irons au Cameroun pour parler du CHAN qui débute le mois prochain. Et puis dans la troisième partie, il sera surtout question du coronavirus et ses effets, ainsi que les matchs qui ont été reportés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe. Parmi nos invités, nous avons tout d'abord Brian Koueman, qui est agent. Vous êtes sénégalais, vous vous occupez de beaucoup de joueurs à la fois? Oui, nous avons actuellement 17 joueurs dans notre agence. Oui, ça occupe votre quotidien en quelque sorte. Ah oui, très mouvementé. Ouais. C'est du boulot? C'est du boulot, c'est beaucoup de travail. Et puis voilà, on fait avec. Il faut être spécialiste en droit, surtout, droit du travail. Il faut vraiment aimer. Après, on a une équipe, on a accompagné, mais il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour pouvoir exercer ce métier-là. Il y a Souleymane Akindele qui est avec nous, qui est consultant sport. Il est originaire du Bénin. Tout à fait, oui. Et il a l'habitude de venir nous voir. Et puis le grand Makan Magasuba, qui est malien, qui est directeur des opérations Afrique chez Lagardère Export. Ça consiste à quoi? Absolument. Lagardère Export est une agence de marketing et de droit télé qui accompagne la Confédération africaine, les fédérations et les États pour la gestion de grands événements. C'est vous qui nous tapez sur les doigts lorsqu'on va trop loin dans les images? On ne vous tape pas sur les doigts, mais on essaie de faire respecter la réglementation en vigueur. Exactement, vous avez tout à fait raison. Tout de suite, le jingle pour rentrer dans le vif du sujet. Et à la une donc, de l'actualité dans quelques instants. Mais tout d'abord, messieurs, quels sont les faits ou l'événement qui vous a marqué sur le plan sportif en Afrique la semaine passée? Makan, on commence par vous. Moi, l'événement qui m'a marqué, c'est la qualification du Oroya en demi-finale dans les compétitions africaines interclubs parce que je sais qu'ils ont mis beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens depuis quelques années. Le président Antonio Souaré essaie de faire le maximum et il avait du mal à trouver la bonne méthode. Maintenant, avec un nouveau coach sénégalais, le coach Jai, je pense qu'il a trouvé la formule puisqu'il vient de se qualifier. Donc, ça m'a mis du boom dans le cœur parce que je sais que c'est quelque chose qui leur tenait à cœur et leurs efforts ont été payés. Et je leur souhaite bonne chance pour la suite. Voilà, Oroya qui est un club guinéen. Et vous, Souleymane, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, ce qui m'a marqué la semaine dernière, c'est la nomination de l'adjoint de Hervé Renard à la tête de la sélection ivoirienne de football. Voilà, c'est ce qui m'a marqué, M. Patrick Baumel, qui est maintenant le nouveau sélectionneur de cette équipe ivoirienne. Et puis, mon cher Brian, oui. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est le nombre de clubs marocains qui ont été qualifiés dans la Confédération et la Ligue des Champions africaines. C'est ce qui m'a marqué. Ça veut dire qu'il y a un bon travail qui est effectué pour les clubs du Maroc, les clubs marocains. Exactement, vous avez raison. Nous allons feuilleter ça tout à l'heure. Et puis je voudrais vous dire à propos du coronavirus, plusieurs pays ont pris des mesures. Par exemple, l'Algérie avec le report des manifestations sportives jusqu'au 5 avril. Il y a le Sénégal avec son championnat de football et les autres événements sportifs qui ont été suspendus. Et puis le Maroc qui a procédé à la fermeture de l'école de foot du Raja de Casablanca. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec les demi-finalistes de la Ligue des Champions. Présentation des équipes avec la rédaction d'Africa 24. C'est une première dans l'histoire de la Ligue des Champions africaine. 4 clubs arabes se retrouvent dans le carré d'as de la compétition. Il s'agit de Al Ahly, du Zamalek, du Wydad et du Raja Casablanca. Le club égyptien d'Al Ahly détient jusque-là le record en termes de victoires avec 8 coupes de Ligue des Champions remportées depuis 1982. Pour continuer sur cette lancée, il va devoir se mesurer au Wydad de Casablanca qui ne compte que 2 victoires à son palmarès. Le club marocain a su dompter ses adversaires lors du tournoi en prenant une sacrée avance au match aller. L'autre club marocain du Caridas, en l'occurrence le Raja, a eu par contre beaucoup de difficultés à s'en sortir lors des phases éliminatoires. Le Zamalek, contre qui il doit en découdre, n'a pas non plus eu un parcours assez reluisant. Rendez-vous est donc tenu le 1er mai 2020.
Et avec notre régie, nous allons voir le tableau des demi-finalistes. Les matchs auront lieu normalement le 1er mai avec Wydad contre Al-Ahly et Raja de Casablanca contre l'équipe de Zamalek. Et puis le 8 mai, match retour avec Al-Ahly contre Wydad et Zamalek contre Raja. Brian, donc vous avez été marqué, vous le disiez, par du fait qu'il y ait beaucoup d'équipes marocaines qui se sont qualifiées. Oui, effectivement, j'ai été. Vous expliquez ça comment, justement? Je pense que c'est au niveau des joueurs qui ont été recrutés. Ça veut dire qu'il y a une bonne formation locale au niveau des deux pays, que ce soit pour l'Égypte et le Maroc. Et puis voilà, donc je pense que c'est une bonne chose pour le football marocain, parce que voilà, ils sont en pleine expansion. Souleymane, quelques mots aussi sur justement cette hégémonie du football maghrébin sur le football du continent. Oui, on l'a toujours dit, hein, et Mankan ne va pas me dire le contraire. Le football maghrébin, ils ont les infrastructures, ils ont les moyens surtout pour pouvoir former des joueurs, et ils ont un très bon championnat. C'est le travail qui a payé, hein, et puis aujourd'hui, ils sont dans le carré d'as, et puis voilà, comme il a dit, ils ont un très bon championnat et ils ont de très bons joueurs. Et Mankan, c'est en quelque sorte une opposition marocaine contre l'Égypte. Une opposition, je ne dirais pas. Je pense que chacun a son chemin. Comme l'a dit Souleymane, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc récolte les fruits de ce qu'il a semé. Le Maroc, depuis quelques années, a mis beaucoup d'argent dans le football, beaucoup d'argent dans la formation. Ils ont une grosse DTN, ils ont un centre magnifique. L'État a mis les moyens. Je pense qu'aujourd'hui, le football, c'est les moyens. Il y a les moyens et la méthode. Parce que certains ont eu des moyens, moi, n'ont pas eu la méthode. Mais il faut avoir les moyens et la méthode. Parce qu'avec uniquement les moyens, on arrive au sommet, mais on a du mal à rester. Et avec la méthode, on y arrive et on y reste. On peut prendre et faire la comparaison avec l'Europe. Chelsea a mis beaucoup d'argent sur la table pour pouvoir gagner sa première Ligue des Champions. Énormément. Parce qu'ils avaient les moyens, mais ils n'avaient pas la méthode. Donc les Marocains font vraiment du bon boulot dans ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est devenu une référence. Les Égyptiens, de manière générale, avaient vraiment cette force-là, puisque l'équipe égyptienne, la sélection nationale, trône sur l'Afrique depuis pas mal d'années, et c'est aussi par le fait que si on regarde leur équipe, 90% des joueurs jouent en local. Donc ils avaient un championnat très fort depuis très longtemps, et malheureusement, à contrario, nous en Afrique subsaharienne, 90% de nos joueurs sont des expatriés. Et puis un détail aussi, hein, en parlant du Wydad de Casablanca, l'entraîneur du Wydad, le français Sébastien Desables, a aussi entraîné des clubs égyptiens, donc il connaît très bien le football égyptien, et donc il va falloir faire très attention. Et il a entraîné une sélection africaine, je crois que c'était l'Angola. Oui, le Kenya, l'Ouganda. Nous allons enchaîner, messieurs. Merci pour cette belle analyse avec justement la ville hôte pour la Ligue des Champions. Regardons en image. Il y avait 3 villes en compétition, notamment Douala au Cameroun, bien entendu, avec le stade de Japoma, le Maroc avec Casablanca et le stade qui s'appelle le complexe sportif Mohamed V, et puis la Tunisie avec le stade olympique de Radès. Et finalement, eh bien, la Confédération africaine de football a retenu, devinez quel pays, messieurs, eh bien, le stade de Japoma à Douala pour la finale qui aura lieu le 29 mai. À Kindélé, Souleymane, c'est une bonne chose parce que c'est un stade tout neuf. Oui, et ce serait un test aussi. Ce sera un test, comme je l'avais dit la dernière fois, par rapport à cette CAN de 2021. Donc, il faut vraiment tester l'infrastructure qui a été mise en place et voir si les choses fonctionnent bien. Coupe de la Confédération, maintenant, avec les équipes qui se sont qualifiées pour les quarts de finale. Regardez ce sujet. Les demi-finales aller et retour de la Coupe de la Confédération africaine de football se tiendront respectivement les 3 et 10 mai 2020. 4 équipes seront en compétition. Le club égyptien Pyramide FC croisera tout d'abord le Guinéen Oroya AC. Les clubs marocains La Renaissance de Berkane et Lassania Union Sport d'Agadir se feront face. Lors des quarts de finale joués le 8 mars, Oroya AC l'avait emporté sur son adversaire avec un score final de 2 buts contre 0 en match retour. De son côté, après un nul contre
concédé en aller, la Renaissance de Berkane a éliminé l'AL Masri sur le score d'1-0. Même s'il avait encaissé un but face à Zanaco en match aller, Pyramide FC est resté victorieux lors du match retour grâce à 3 buts placés dans les filets. Quant à la Sania Union Sport d'Agadir, il n'a laissé aucune marge de manœuvre à son adversaire. En aller comme au retour, il s'était démarqué en inscrivant respectivement 5 et 2 buts contre 0 pour le club Al Nasr. Voilà, saluons le travail de nos rédactions à Dakar et à Yaoundé. Alors, mon cher Brian, nous allons voir le tableau et là, vous confirmez effectivement, vous disiez, pardon, qu'il y a beaucoup d'équipes marocaines qui sont qualifiées. Là, nous allons encore voir, il y a Sania Agadir et l'équipe de RS Berkane. Alors, je rappelle les matchs pour ces demi-finales. Le 3 mai, il y aura Pyramides d'Égypte contre Oroya de la Guinée et RS Berkane contre Sania Agadir, qui va être un choc. Là, ça va être chaud dans les tribunes. C'est le duel marocain. Ça va être très chaud dans les tribunes, en sachant qu'ils ont de très très bons supporters. Ça va être une très très bonne opposition. Vous assistez souvent à quelques matchs sur le continent, notamment au Maroc, où ça a l'air d'être assez chaud? Oui, j'assiste à la télé. Bon, je fais pas souvent de déplacement au Maroc, mais j'assiste plus à la télé. Oui. Mon cher Suleiman, que pensez-vous de ces demi-finalistes de la Coupe de la Confédération? Une belle affiche, surtout le Oroya de la Guinée, et qui, ma foi, comme l'a dit Marc tout à l'heure, ils vont montrer de quoi ils sont capables, et je pense qu'ils vont se qualifier pour cette finale. Oui, et Pyramides d'Égypte, il ne faut pas l'oublier aussi, il y a quand même un club égyptien maintenant. Oui, un club égyptien, Pyramide, qui a aussi un peu de ressources. Effectivement, je rejoins Suleiman, je mets un petit billet sur le Oroya. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de mal à atteindre ce niveau-là. Maintenant qu'ils l'ont atteint, ils vont se donner les moyens d'avoir une première finale qui serait historique pour eux. Et de l'autre côté, il faut saluer aussi les efforts de RS Berkane, qui est un petit club. Berkane, une petite ville au nord du Maroc, qui aujourd'hui fait un parcours 2 ans de suite, comme ça, fait un beau parcours. Donc je pense qu'il y aura de beaux matchs et une belle ambiance, parce que ce sont des matchs qui sont attendus. Et je pense qu'il y aura de belles ambiances et de beaux scores. Et là, cette fois-ci, nous partons à Rabat, parce que Rabat, ce sera la ville hôte qui va organiser justement cette finale de la Coupe de la Confédération. Regardez ces belles images donc, de la ville de Rabat au Maroc. C'est bien que le Maroc accueille beaucoup d'événements aussi, Macan. C'est vrai que ces dernières années, le Maroc a organisé beaucoup d'événements. Je pense que c'est une volonté du Royaume et des autorités du Royaume de placer le Maroc sur l'échiquier continental à une place importante, une place qu'elle mérite notamment, puisqu'au vu des investissements qu'elles font. Récemment, certains ont eu la chance de visiter le nouveau centre technique du Maroc. C'est juste incroyable. Ils ont mis beaucoup de moyens. Donc je pense qu'ils ont les moyens de leur politique, ils essaient de faire beaucoup d'efforts. Je pense que c'est une belle chose d'avoir Rabat, Douala, aussi une belle chose, comme je le disais tantôt, Douala, le stade de Japoma, un très très beau stade, un joyeux. J'ai eu la chance de le visiter plusieurs fois. C'est quelque chose vraiment qui donne l'espoir en termes d'infrastructure. Suleiman l'a aussi dit, il faut que nos autorités pensent à l'avenir de ces stades-là, qu'on ne soit pas dans des scénarios où on va avoir un cheval blanc après, ou un éléphant blanc plutôt. Donc il faut faire vivre cela. Nous, on a une de nos filiales en Allemagne qui gère 10 stades en Bundesliga. Je peux vous dire que quand la saison se termine en Allemagne, souvent il y a des événements tous les jours, hormis la semaine de maintenance ou les 10 jours de maintenance, il y a des événements. On organise des réunions dans les stades. Les stades, c'est pas que pour le football. Il y a pas mal d'événements qu'on peut faire, mais il faut le faire dans de bonnes conditions. Souvent, on voit malheureusement en Afrique que les politiques utilisent les stades pour faire des meetings. Ils viennent en voiture sur le tartan. C'est quelque chose qui me crève le cœur. C'est quelque chose à dénoncer et à mieux s'organiser. Merci, Macan. Et retour maintenant sur les 8 morts et 17 blessés parmi les joueurs de l'Étoile de Guinée, un club de 2e division. C'était dans un accident de circulation à Timbo, une localité donc dans la préfecture de Mamo. Regardez justement ce véhicule, ce type de véhicule. Au-delà de l'accident, ce sont des conditions de voyage donc de certains jeunes et qui n'hésitent pas justement, Brian, de s'installer sur le toit des véhicules. Ça, c'est dangereux, c'est grave ça. C'est vraiment dangereux. Je pense que le gouvernement et les fédérations, ils devraient mettre à disposition
des bus plus homologués pour éviter ce genre de drame, parce que ça fait vraiment mal. Il y a beaucoup de familles qui sont touchées, et surtout le continent africain et le monde entier. On fait un petit tour de table. Souleymane aussi, ça vous... Comme il a dit, hein, je pense qu'il a résumé la chose, nos autorités ne sont pas assez rigoureux. Parce que ce genre de véhicule, vous allez voir réellement la visite technique, est-ce qu'ils ont passé la visite technique, est-ce qu'il y a tellement de problèmes. Il paraît qu'il y avait un problème de frein, et voilà. un problème de route aussi. Voilà, donc voilà, on a tellement de choses que nos autorités passent la main là-dessus, et aujourd'hui, on est obligé de compter des morts. On pouvait éviter tout ça. Oui, Macan, c'est grave, surtout voir les jeunes voyager, qui aiment le sport et qui n'y pensent même pas. C'est comme je dis souvent à des présidents de fédération, le sport, gérer le football, c'est gérer la déraison. Parce que la passion, c'est la déraison. Les gens ne sont pas raisonnables. On ne devrait pas voir ça, voyager dans des conditions pareilles pour faire des dizaines, des centaines de kilomètres. C'est juste inadmissible. Et là où je rejoins Souleymane, je suis prêt à mettre ma main à couper que si on vérifie le contrôle technique, il n'y en avait même pas. Donc c'est déplorable. Et les autorités doivent prendre leurs responsabilités parce que malheureusement, les jeunes ne voient pas l'importance de faire attention à ce genre de détails. Merci Macan. Et puis les victoires à domicile lors des matchs allés de samedi du deuxième tour des éliminatoires africains pour la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA pour l'année 2020 ont suffi à 5 équipes pour justement réserver leur place au tour final. Il s'agit du Cameroun, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Ouganda qui ont scellé leur place avec style alors que le voyage continental vers l'Inde atteint le dernier tour. Et puis je voudrais vous signaler aussi que suite aux préoccupations croissantes des autorités pour le Covid-19, ce fameux virus, alors la qualification, la 3e et 4e journée de qualification pour la CAN 2021, eh bien, ces 2 journées ont été reportées. C'était prévu du 25 au 31 mars. Qualification pour la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA, reportée aussi. Ces matchs étaient prévus du 20 au 22 et du 27 au 29 mars. Et puis les qualifications également pour les femmes, prévues du 8 au 14 avril. Un nouveau calendrier sera annoncé prochainement par la CAF, la Confédération africaine de football. Voilà pour l'essentiel de cette première partie. Restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure. Brian, merci. Non, pas Brian. Kindele, Souleymane, merci d'être venu. Merci à toi, José. Et puis on se retrouve très très bientôt. Très bientôt. Et faites attention au virus, surtout. Prenez soin de vous. Merci. Ok, merci. On se retrouve tout à l'heure après la pause. Restez avec nous. Deuxième partie de notre émission, nous allons faire un focus sur les Seychelles, sur les Comores et aussi le Cap-Vert. Et puis nous parlerons bien entendu du Chan qui va débuter le 4 avril du côté du Cameroun. Et puis il sera aussi question de la Ligue des Champions en Europe. Justement, vous savez que le coronavirus pose beaucoup de problèmes justement à ces compétitions qui ont été suspendues. Nous y reviendrons donc dans la 3e partie. Parmi les invités hier, le jeune Noah Boutin, jeune joueur ivoirien de la Côte d'Ivoire. Il est âgé de 17 ans, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et qui vient de signer un contrat important, sérieux pour l'Angleterre. Oui. Ouais. Alors dites-nous pourquoi vous avez décidé de quitter l'Europe pour aller en Angleterre. En Angleterre, ils laissent beaucoup la chance aux jeunes. J'ai pu remarquer ça dans leur championnat. Beaucoup de jeunes ont fait leurs premières minutes. Des jeunes joueurs de mon âge, 16 ans, 17 ans, qui ont débuté. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'aller en Angleterre. Oui, et vous avez choisi comme poste arrière latéral. Pourquoi ce poste-là? Alors c'est un poste qu'on m'a imposé en U15. Je me rappelle, on avait fait un match contre les Lilas. Mon coéquipier, il était latéral gauche, il s'est blessé. Moi, j'étais ailier gauche à ce moment-là. Et mon coach John m'a dit de jouer à sa place. Et j'ai fait un très bon match et mon coach a apprécié. Il m'a dit tu vas terminer la saison à ce poste-là. J'ai appris à aimer ce poste et depuis, je joue latéral gauche maintenant. Oui, on discutera avec toi tout à l'heure dans la 3e partie de cette émission. Pour mieux te connaître, on verra quelques images te concernant. Alors, Brian, c'est l'un des joueurs auxquels vous vous occupez également? Oui, c'est bien ça. Ouais. On l'a récupéré il y a un petit moment. Après, voilà, c'est un joueur qui travaille, qui a travaillé très très dur pour signer. C'est le rêve de tout enfant. Et puis aujourd'hui, il a eu la chance de signer en Angleterre après plusieurs essais qu'il a fait dans des clubs quand même prestigieux.
Et puis, voilà. Ce sont que des jeunes dont vous vous occupez ou bien? On s'occupe un peu de joueurs jeunes. Les joueurs dont on s'occupe, ils ont entre 16 ans et 23 ans. Entre 16 ans et 23 ans. Donc, voilà. Donc ça, c'est une... Et que des joueurs africains? Ouais, la plupart des joueurs sont africains et beaucoup d'Ivoiriens. Ouais, quelques Sénégalais aussi. Donc voilà, après, c'est pas par choix, mais c'est juste qu'on tombe sur des joueurs comme ça qui nous donnent leur confiance et aujourd'hui, on est content de s'occuper d'eux. Donc voilà, merci. Comme quoi, vous faites un travail considérable. Il y a beaucoup d'Africains qui font un super beau travail en Afrique. Et surtout pour les frères comme Makan, qui est un grand directeur, donc chez Lagardère aussi. Donc nous vous présentons de nouveau, mais que vous avez vu en première partie d'émission. Makan Magasoba, qui est originaire du Mali. Le dossier de cette émission. Et puis, comme je vous le disais, nous allons prendre la température du football aux Seychelles, aux Comores et au Cap-Vert. Regardez le dossier de la rédaction. Focus sur 3 sélections nationales de football du continent africain, les Comores, les Seychelles et le Cap-Vert. Classée 133e au classement FIFA 2020, l'équipe nationale des Comores n'a jamais participé aux grandes compétitions internationales que sont la Coupe du monde de football et la Coupe d'Afrique des Nations. Elle participe cependant tous les 4 ans aux Jeux des îles de l'océan Indien. En 2010, les Coelacantes participent pour la première fois de leur histoire aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Comores figurent alors dans le groupe C avec la Zambie, la Libye et le Mozambique. Les Seychelles, 202e mondial, comptent à son palmarès une victoire des Jeux des îles de l'océan Indien en 2011. Les Seychelles ont connu leur meilleur classement FIFA en octobre 2006 en atteignant la 129e place. Leur plus mauvais classement est une 200e place en juillet 2013. Le Cap-Vert est une sélection plus expérimentée que les 2 précédentes. Elle s'engage pour la première fois dans les éliminatoires d'une Coupe d'Afrique des Nations en 1992 et dispute ses premières qualifications à une phase finale de Coupe du Monde en 2003. La sélection du Cap-Vert s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2013 pour la première fois de son histoire. Elle avait terminé l'année 2015 au 39e rang mondial. Elle figure actuellement à la 78e place. Makan, vous avez le sentiment que ces pays ont un train de retard par rapport aux autres nations du continent? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une vérité d'hier, ça. Aujourd'hui, le football, le ballon est rond pour tout le monde. De plus en plus d'équipes arrivent à jouer les doubles fêtes dans les grandes compétitions. On sort de la CAN 2019. Le Madagascar a été une belle surprise. Personne n'entendait parler de Madagascar, mais ils ont fait une belle prestation. Donc je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, ces petits poussés-là s'organisent de mieux en mieux. La formation se passe mieux. Ils font souvent confiance à des expatriés qui les aident à mieux organiser leur football en local, puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'expatriés. Et je pense que de plus en plus, ça paye et de plus en plus, ça payera. Oui. Alors, et toi, justement, Noah, tu suis que la Côte d'Ivoire ou tu suis les autres pays africains? Est-ce qu'un jour tu souhaites intégrer justement cette sélection ivoirienne, jouer sur le côté comme Serge Aurier? Oui, je suis la Côte d'Ivoire. Je peux aussi suivre le Sénégal. C'est les 2 équipes que je regarde plus principalement. Et pourquoi pas intégrer la sélection ivoirienne? Oui, le Cameroun, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une grande nation sur le football. Le Mali également? Oui. Ouais. Alors Brian, vous, pour les Seychelles et les Comores et justement le Cap-Vert, est-ce que ce sont des équipes qui vous parlent? Est-ce que vous avez eu des joueurs dans votre écurie qui voudraient éventuellement passer pro Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que c'est une bonne chose déjà pour ces nations-là. Et là, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces nations-là sélectionnent des joueurs qui jouent dans des championnats qui sont un peu plus bas que la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est-à-dire nationale et CFA. Donc ça donne l'opportunité à ces joueurs de se montrer sur la scène nationale, même si on sait que c'est pas très 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 médiatisé, mais ça leur fait une expérience. Et puis pourquoi pas, après de bonnes performances, pouvoir s'imposer pouvoir avoir l'opportunité que des clubs les recrutent. Oui. Et nous allons voir le tableau justement au classement FIFA. Brian, vous allez voir justement sur ce tableau, eh bien, votre équipe, la sélection de la Côte d'Ivoire, est à la 61e place. S'il vous plaît, donc juste après, ce sera sur la 2e page. Vous allez voir, tiens, la Côte d'Ivoire, donc 61e au classement FIFA, c'est quand même assez loin. Et puis le Cap-Vert, 78e, 133e les Comores et 202e les Seychelles sur 210 nations affiliées donc à la FIFA.
Autre brève, s'il y a quelques désistements, je vous le rappelle concernant le CHAN qui démarre le 4 avril, nous y reviendrons tout à l'heure, mais le CHAN aura bien lieu pour l'instant, sauf information de la CAF en dernière minute. Nous allons justement parler tout de suite avec ce sujet concernant le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Regardez. Le match Cameroun-Zimbabwe donnera le 4 avril 2020 le coup d'envoi de l'édition 2020 du championnat d'Afrique des Nations, une compétition mettant aux prises des sélections nationales composées de joueurs évoluant sur le continent. Le Cameroun, pays hôte, et le Zimbabwe font partie du groupe A de la compétition avec le Mali et le Burkina Faso. Le Cameroun retrouve le Burkina Faso avec qui il a occupé le groupe D lors du CHAN 2018 au Maroc. Les deux sélections s'étaient séparées sur un score d'un but partout, tous deux éliminés dès la phase de groupe. Comme en 2016 dans le groupe D, le Mali retrouve le Zimbabwe, cette fois dans le groupe A. Le Zimbabwe participera à son 5e CHAN. 4e participation pour le Mali et le Cameroun, 3e participation pour le Burkina Faso. Makan, vous êtes avec nous, vous êtes bien placé pour nous en parler. Sur le plan financier, le Maroc, j'imagine, et le Rwanda vont payer une lourde d'amende parce que la CAF n'a toujours pas dit si elle annule ou pas le CHAN. Est-ce que vous ne pensez pas que le Maroc et le Rwanda ont anticipé un peu trop vite? Bon, moi, j'ai lu, comme tout le monde, un peu ces informations sur la presse, mais pour le moment, le Maroc n'a rien dit d'officiel. Le Maroc a dit qu'il suspendait les matchs du championnat et qu'ils attendaient le communiqué de la CAF, puisque la CAF doit faire un communiqué d'ici demain ou après-demain, puisque la CAF a envoyé des experts, leur commission médicale, voir avec l'État camerounais les garanties qu'ils peuvent y avoir. Et je pense que la CAF est aussi en contact avec l'OMS pour voir un peu ce qui va et ce qui ne va pas. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que l'Afrique est peu impactée par le Covid-19, puisque en Afrique, il n'y a pas beaucoup de cas pour le moment, mais la CAF suit de très près de ce que je sais la chose. C'est ce qui les a amenés à reporter les MD3 et MD4 des éliminatoires de la qualification à la CAN. Je pense que c'était une bonne décision, puisque l'Europe, 80% de nos expatriés viennent d'Europe, et l'Europe est aujourd'hui l'épicentre du Covid-19. Donc je pense que nous allons attendre de voir ce que la CAF décidera. Je fais confiance à la CAF et à la commission médicale de la CAF, puisqu'ils sont en plus en discussion avec l'État camerounais et avec l'OMS. Donc je pense qu'il y aura une bonne décision et une décision rapide pour savoir de quoi sera fait demain. Et justement, je confirme ce que vous disiez, la CAF qui a informé ses associations membres et toute la famille du football africain qu'elle suit de près l'évolution du coronavirus dans le monde et en particulier sur le continent africain. Selon l'Organisation mondiale, dont vous faites allusion à l'instant, de la santé, l'OMS, aucun pays africain jusqu'à ce jour n'a été déclaré à haut risque. Par conséquent, la CAF a décidé de maintenir le calendrier de toutes les compétitions concernant le championnat d'Afrique des Nations, CHAN Cameroun 2020. Une commission donc justement était sur place jusqu'à hier, dimanche 15, et donc un rapport sera bien sûr rendu. Quelles sont les consignes qui ont été données dans votre club? Vous y jouez dans quel club? Là, actuellement, je joue à Boulogne-Billancourt. Ouais. Les consignes ont été de stopper tous les entraînements, championnat, tout a été suspendu, et jusqu'à nouvel ordre. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites alors pour maintenir la forme? Vous courez tous les matins? Comment ça se passe? De base, j'allais à la salle, mais malheureusement, elle aussi, elle a été fermée suite au coronavirus. Donc du coup, j'essaye de m'entretenir chez moi. Oui, et nous allons voir le tableau justement des groupes, parce que pour l'instant pour nous le CHAN aura bien lieu. Le CHAN avec donc le Cameroun, Mali, Burkina Faso et Zimbabwe donc dans le groupe A. Pour le groupe B, nous voyons Libye, République démocratique du Congo, le Congo et le Niger. Et pour le groupe C, justement Brian, si jamais le Maroc confirme, et le Rwanda a déjà confirmé, ça va poser un gros problème. Il n'y aura que 2 équipes. Donc ce sera une victoire par forfait, non? Après ça, je ne sais pas. Je pense que c'est à la CAF de décider, qui décidera de ce qu'on fera. Ouais. Et le groupe D pour terminer avec la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. Voilà. Red card maintenant. Makan, si vous êtes assez pour nous en parler. C'est quoi exactement Red card? C'est un carton rouge qu'on vous inflige? Exactement. C'est quoi exactement? Dans le football, donc, on a 2 cartons, le carton jaune et le carton rouge. Le carton rouge est infligé
quand on fait une action qui n'est pas acceptable au terme des règles de jeu, des lois de jeu. Nous avons avec le docteur Djibril Diallo, qui est le président de l'Association de la Renaissance des diasporas africaines, lancé cette campagne-là en partenariat avec la FIFA et l'ONU et pas mal d'autres partenaires pour donner un carton rouge à toutes les formes de violence et de discrimination faites aux femmes et aux filles. Nous voulons utiliser cette fenêtre qu'offre le sport et le football, qui est le sport roi, mais le sport de manière générale, pour, d'ici la Coupe du Monde 2022, faire signer 1 million de personnes dans le monde entier pour donner un carton rouge et soutenir cette et cause. On voit vos images, vous étiez à l'ONU récemment, à New York, absolument. Justement. Alors, de quoi avez-vous parlé? Et pourquoi vous avez décidé, vous, en tant que directeur d'un grand groupe, d'intégrer justement le groupe? C'est quelque chose parce que c'est quelque chose, aujourd'hui, je viens d'un pays, le Mali, et d'un continent où ce fléau est très présent. Et je suis père d'une fille, j'ai un garçon et une fille, donc c'est quelque chose qui me touche, et je pense qu'il touche tout le monde. Et on le voit au quotidien que dans mon pays, au Mali, il y a eu plus de 9000 cas recensés l'année dernière de violences conjugales. Donc, et en France, dans le pays où je réside, il y a une personne qui décède tous les 3 jours. On parle de la France, où il y a quand même des règles très fortes qui sont prises par rapport à ça. Donc c'est ce qui a voulu que je m'engage. Et donc à l'ONU, le 5 mars, nous avons fait le lancement mondial aux Nations Unies avec pas mal d'invités comme le Costa Rica, où il y avait des délégations fortes. Et vraiment, on veut impulser quelque chose. On veut que d'ici 2022, qu'il y ait 1 million de signatures pour qu'à l'ouverture de la Coupe du Monde 2022, nous puissions remettre au secrétaire général des Nations Unies et au président de la FIFA un engagement d'1 million de personnes afin de pouvoir influer sur les politiques, afin de pouvoir demander à l'ONU, de demander aux États membres de prendre des règles plus contraignantes en l'égard de ce qui se passe, des inégalités et des discriminations, pour que nous puissions aller de l'avant et qu'au XXIe siècle, nous n'ayons pas à parler de ça. C'est aujourd'hui un fléau qui est là, mais on est au XXIe siècle et on est encore à se battre, à essayer de faire des choses pour que les choses avancent dans ce sens-là. D'ailleurs, je remercie pas mal le partenaire qui nous accompagne, le Conseil pour l'Afrique du président Macron avec Jimmy Adjovi Boko qui sont venus nous accompagner, l'ONU Femmes, l'UNESCO, la francophonie, vraiment de et vous avez Joël Montlouis également. Joël Montlouis, Maître Montlouis, qui fait partie du groupe avec Jimmy Adjovi Boko, moi-même, Djibril Diallo et Abdoulaye Diabaté de Côte d'Ivoire, à avoir fait le déplacement pour soutenir cette cause-là. Et je pense que c'est une cause noble, c'est une cause très noble parce qu'on est tous touchés par cela. Tous. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes, Noah, vous, sur les terrains, même si ce sont des femmes qui sont concernées par la mesure, mais est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes sur un terrain de foot pour votre couleur? Non. Là, j'en ai jamais reçu. Moi, pour ma part, j'ai jamais eu de problème sur ma couleur de peau, mes origines. Mais après, je peux en voir. Par exemple, à la télé, on peut remarquer qu'il y a des chants racistes envers les joueurs. Et je trouve que c'est pas acceptable dans le foot. Oui. Brian, un petit mot avant de redonner la parole à Macan. Il nous reste 2 minutes à peu près. Oui, moi, Macan a tout résumé. Je pense que c'est inacceptable de voir ça aujourd'hui en 2020. Parce que voilà, tout le monde a le droit de jouer au football. Même aujourd'hui, les femmes commencent à... Voilà, le football féminin commence à prendre une grande place dans le football. Donc, pour moi, c'est inacceptable. Et je pense que l'action de Macan, elle est très, très, très justifiée et j'encourage. Oui, le docteur Djibril Diallo a pris un risque justement de s'occuper de ça. C'est pas une tendre affaire non plus. Hein. Ah non, c'est pas une tendre affaire parce que surtout sur le continent, parce que nous avons des préjugés, nous avons la culture qui est très forte. Chez nous, dans la culture, on a tendance à mettre plus l'homme en avant que la femme. Donc aller expliquer à des gens qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte de gommer ces inégalités-là, ce n'est pas facile. Mais je pense que c'est une noble cause et nous devons nous engager tous à notre niveau parce que je pense qu'il n'y a pas de baguette magique. Je pense qu'il n'y a pas de remède magique. C'est chacun à son niveau de se battre pour qu'il y ait de plus en plus, de moins en moins d'inégalités et qu'on gomme de plus en plus cette inégalité-là. Donc je pense que nous devons chacun à notre niveau nous battre et prendre des mesures très simple, très très simple, en expliquant, parce que je disais tout à l'heure dans les coulisses avec Brian et les autres, on parlait de ça en disant
c'est par l'éducation. Tout vient par l'éducation. Nos enfants aujourd'hui sont les adultes de demain. Et s'ils comprennent l'importance d'un sujet pareil et l'importance d'avoir une égalité de traitement, que ce soit au travail, il a parlé du football féminin. Aujourd'hui, la FIFA met beaucoup d'argent sur le terrain. Je pense que c'est une cause noble. D'accord. Makan, de toute façon, dans la troisième partie, en début, on va en reparler, bien sûr, parce que vous avez fait beaucoup de choses à l'ONU. Et puis, je voudrais remercier Brian Koeman d'être venu sur ce plateau. Merci J'espère que vous reviendrez nous voir pour nous parler des autres garçons dont vous vous occupez. Pourquoi pas, ce sera au sein de votre société. Merci. Merci en tout cas mille fois d'être venu. Reste avec nous, Noah reste avec nous pour la deuxième partie et on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin de cette émission. Troisième et dernière partie de cette émission, il sera question de la Ligue des Champions en Europe avec les huitièmes de finale perturbés. Je vous rappelle nos invités. Il y a Makan Magasuba qui est directeur des opérations pour l'Afrique chez Lagardère Sport. Et il y a également Noah Boutin, jeune joueur ivoirien qui va prendre la direction de l'Angleterre et nous a rejoint Farah Ndiaye, agent de Noah justement, c'est ça? C'est bien ça. Oui, vous avez un grand cabinet qui s'occupe de 17 joueurs. Exactement. Ouais. C'est un cabinet anglais, donc maintenant ça fait 4 ans que nous sommes dans le football européen. Voilà, nous sommes des Français issus de l'immigration, j'ai la double nationalité sénégalaise. Et donc aujourd'hui je suis fier de représenter des jeunes joueurs comme Noah. Et donc, c'est vous le patron. C'est ça. Ça. Donc c'est quoi la spécialité? Droit des affaires, droit civil, droit privé? C'est droit des affaires, droit du sport. Ouais, droit du sport. Voilà, droit du sport. On s'occupe de tout ce qui est sponsoring, on négocie les contrats et c'est surtout un suivi. C'est surtout un suivi parce qu'aujourd'hui, on s'occupe de jeunes joueurs. Et qui dit jeunes joueurs, il faut les accompagner, à comprendre certaines choses. Il y a des sacrifices qui vont devoir faire. Et aujourd'hui, on est là pour ça. Et 17 joueurs, c'est beaucoup quand même. 17 joueurs, c'est beaucoup. Vous avez beaucoup de concurrents sur la place? Énormément. C'est pour ça qu'on essaye de se distinguer. Et nous, notre envie, c'était de s'occuper d'un marché qui a été le marché anglais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les joueurs en France pour les ramener en Angleterre. On leur donne la chance. Voilà. Mais il faut être très bon. Il faut être très bon. Il faut être très bon. Il faut mettre le pied, il faut mettre la jambe. Il faut appuyer où il le faut. Donc, nous allons revenir tout à l'heure. Tout de suite, le foot international après ça. Makan, nous n'avons pas vraiment terminé avec vous. Vous avez parlé de quoi à l'ONU pour le... Donc pour le lancement du carton rouge, c'était le lancement officiel pour faire connaître au monde entier cet événement-là. À l'ONU, c'est symbolique parce que c'est quand même, on dirait, le siège du monde, puisque tout le monde est présent là. Donc c'était le lancement et on avait choisi la date du 6 mars, qui est 2 jours avant le 8 mars, qui est la journée de la défense, de la célébration de la défense des droits des femmes. Donc c'était important pour nous de lancer. Il nous reste maintenant 2 ans jusqu'à la Coupe du Monde 2022 pour essayer d'avoir ces millions de signatures. Ce n'est pas facile. On va se battre. On compte sur chacun. D'ailleurs, après l'émission, je vous ferai signer l'engagement si cela vous sied bien. Et donc voilà quoi. C'était clairement ça, lancer, marquer le coup. Et malgré le Covid-19, c'était un peu aussi l'incertitude parce que le Covid-19 arrivait de plus en plus à New York. Ça a d'ailleurs été le dernier grand événement aux Nations Unies depuis l'apparition du Covid-19. Donc voilà, on a lancé. Maintenant, il faut parler, donner le carton rouge et essayer d'expliquer l'engagement. Prochaine échéance, c'est quoi? Donc prochaine échéance, c'est très bientôt. On attend que le Covid-19 se calme un peu parce qu'on a pas mal de partenariats à signer. On a signé un partenariat avec une association qui est une association américaine de défense
des descendants de nègres, entre guillemets. Et on va signer là bientôt une nouvelle MEU avec l'UNESCO et la francophonie. Donc on attend un peu, parce que maintenant en Europe c'est un peu compliqué avec le Covid-19. On attend un peu que ça se calme et on va faire ces signatures-là et on va aller sur le terrain, expliquer de plus en plus aux gens, profiter des compétitions de football. On utilise le football et le sport comme fenêtre d'entrée, parce que c'est là aujourd'hui où on peut capter les gens, et aussi la culture. On va passer aussi par la culture pour essayer d'expliquer aux gens, faire des partenariats. On va essayer de faire un partenariat même avec la Confédération africaine sur la compétition féminine, pour essayer d'avoir une visibilité pour cela. On essaie vraiment de sensibiliser les gens et de faire signer le maximum de gens. Quand la chaîne Africa 24 reste à votre disposition. Merci. Bien entendu, pour en parler. Et puis la FIFA a recommandé vendredi de reporter sine die, tous les matchs des équipes nationales prévus en mars et avril, en raison justement de la pandémie du coronavirus. Nous allons parler maintenant de la Ligue des Champions avec la victoire, ou la qualification plutôt, de l'Atalanta face à Valence. Regardez, 4 buts à 1 à l'aller et 4 buts à 3 au match retour. Et puis Leipzig qui a éliminé Tottenham, c'est la grosse surprise, 3 buts à 0, 1 but à 0, donc au match aller. Et parmi ces 4 équipes se sont qualifiées donc Atalanta, donc Leipzig comme je vous le disais. Et sur le plan international, Tottenham va très mal, hein, vous qui connaissez bien l'Angleterre. Actuellement, c'est très compliqué. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que Tottenham a eu un début de saison avec un coach. Et le coach Pochettino a quitté, qui a laissé la place à José Mourinho, qui avait déjà eu les antécédents avec un club anglais qui était le club de Manchester United. Donc ça a été une interrogation lorsqu'il a pris le siège de coach. Et l'interrogation est toujours actuelle. Donc les gens n'arrivent pas à se positionner sur savoir un petit peu quel est son regard sur le football actuel. Parce qu'on le connaissait à l'époque à Porto. Et c'est vrai que le football maintenant a évolué. Donc, ouais. Est-ce qu'il n'est pas devenu has-been presque Je dirais pas has-been, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais bon, c'est vrai que le football est devenu moderne. Exactement. L'autre match, c'était bien sûr PSG Borussia Dortmund. PSG qui a gagné 2 buts à 0 à l'aller, 2 buts à 1. On croyait que les carottes étaient cuites, je ne sais pas si c'est bon le bon terme, pour le Paris Saint-Germain, qui s'est bien qualifié, mais qui a joué à huis clos. Il y avait quand même 3000 personnes donc, du côté des tribunes de la tribune d'Auteuil pour encourager les joueurs. Après le match, les joueurs sont venus justement pour saluer le public, mais vraiment très très fort. Qu'est-ce que tu penses de ça justement ? Moi, je trouve ça incroyable que même à huis clos, il y ait les supporters qui viennent supporter le PSG. Déjà parce que le PSG, c'est mon équipe favorite. Je les supporte. Et ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est grand. Personne ne croyait en eux. Ils pensaient que c'était fini, que le PSG ils allaient être éliminés. Et ils ont su rebondir au match retour. Et j'espère qu'ils iront loin avec des champions si elle continue après le coronavirus. Voilà, et regardez le tableau de ces qualifiés, justement. Donc, il y a le Paris Saint-Germain, bien entendu, et toutes les équipes que vous suivez de près. Il y a Atalanta, bien entendu. Il y a Atletico qui a éliminé Liverpool. Mais quand vous voulez dire un petit mot à propos de Liverpool Liverpool, je pense que cette année, ça a été une année un peu compliquée pour eux. Je pense que c'est difficile. C'est vrai que je suis supporter de Madrid. C'est difficile de faire le doublé. C'est pas donné à tout le monde. 2 années de suite de gagner la Ligue des Champions, c'est une compétition très relevée. Et je pense que Liverpool a peut-être aussi manqué un peu de niaque, peut-être, et aussi la fatigue qui commence peut-être à se faire ressentir un peu. Il ne faut pas oublier que Liverpool a une grosse saison l'année dernière. Les deux grands joueurs de Liverpool, entre guillemets, Salah et Sadio Mané ont joué la CAN. Sadio Mané est allé jusqu'en finale. Salah a été éliminé plus tôt, mais je pense qu'il y a aussi peut-être la fatigue qui arrive. Je pense que ils ont fait un parcours honorable, mais bon, c'est le football, c'est comme ça, et c'est la magie du football de voir des petites équipes comme Leipzig, qui vraiment, ou l'Atalanta Bergame se qualifier, c'est magnifique, c'est une belle histoire, et je pense que c'est une bonne chose pour le football, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient là, et même le PSG, c'est dommage qu'avec le Covid-19, la saison est impactée, mais
pour le PSG, peut-être que c'était la bonne année. On va rester sur cette question-là à s'interroger. On verra bien. Merci, Macan. Et puis Manchester City et Real devraient se rencontrer ce 17 mars. C'est l'Olympique de Lyon contre la Juventus. Mais finalement, les matchs n'auront pas lieu. Et Bayern contre Chelsea et Barcelone contre Naples, c'était le 18. Mais à cause, regardez, de ce coronavirus, eh bien, on ne jouera pas. Donc, malheureusement, comme disait Macan, ça impacte tout. Voilà, donc des stades à huis clos, il n'y aura pas de match, et donc ça va manquer aux fans du football pendant quelques temps. Noah Boutin, nous arrivons à vous maintenant. Tiens, raconte-nous ton histoire. C'est quoi exactement? Tu as démarré à Bologne? Non, pas à Bologne. Non, c'est que ça a commencé il y a bien longtemps. Enfin, le foot, j'aime ça depuis que je suis tout petit. Et depuis 5 ans, chez moi, je casse toutes les vitres, les vases. Ma mère pourra vous en témoigner. Jusqu'au moment où elle est venue, elle m'a payé ma première licence. C'était à Houille, un club à côté de chez moi, dans le 7-8. J'ai fait 5 ans à Houille. Quand j'ai commencé mes premières années, j'ai joué avec les gens de mon âge. Puis toutes les autres années, j'ai toujours été surclassé. Et arrivé en U13, j'ai fait ma première détection dans un club pro, c'était le PSG. J'ai été pris au premier tour. Mais je me suis reposé sur mes acquis, je pensais que tout était fini. Regarde les images. Tu peux nous commenter aussi les images qu'on voit là en même temps? Ouais. Ah, magnifique. Ouais. C'est toi là, hein? Oui, c'est moi. Ouais, qui dribble tout le monde. Ah oui, c'est vrai, j'ai bien évolué. Mais je me suis reposé sur mes acquis et puis j'ai pas été pris. J'étais un peu déçu. Ouais, il faut préciser que tu es un gaucher. Hein? Oui, gaucher. Ouais. Mais j'ai pas lâché, donc j'ai cherché un club l'année d'après. Je suis allé à Boulogne. J'ai fait des tests. Dès le premier tour, j'ai été pris. Ils ont dit à ma mère qu'ils me voulaient pour la saison prochaine. Donc j'y suis allé pour la saison U15. Jusqu'à U17, j'y suis allé. U16 est arrivé ma deuxième détection dans un club pro, c'était Châteauroux. Cette fois-ci, ça s'est très bien passé, mais c'est ma mère qui a dit non. Genre, elle voulait pas du tout que j'aille là-bas. J'étais encore plus choqué là. Carrément, je lui en voulais. Mais au final, j'ai rencontré Farah qui est à ma droite. Les agents ils m'ont tout de suite proposé l'Angleterre, donc j'ai fait 4 clubs. Il y a eu West Brom, Stoke City, Birmingham et Bournemouth. Et les 4 clubs, ça s'est bien passé. Les 4, ils me voulaient. Donc on s'est posé avec Farah, Brian, mon autre agent, ma mère, on en a discuté et puis j'ai choisi Bournemouth parce que... Ouais. Justement, pourquoi ce club c'est ce club qui payait mieux, peut-être? Non, pas du tout, pas du tout. Comme il l'a si bien expliqué, il a fait 4 clubs. Et donc nous, on lui a laissé l'entière responsabilité de choisir son club. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est vrai que nous sommes là aujourd'hui pour les épauler, on ouvre les portes, mais c'est eux qui sont amenés à défendre les couleurs de ces clubs-là. Donc, comme il l'a si bien dit, à Bournemouth, il s'est bien senti. Le club l'a bien accueilli et ils ont établi autour de lui un projet sportif qui lui correspondait le mieux. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il a choisi Bournemouth. Alors, quitter la famille, qu'est-ce que ça te fait? Parce que là, ça va être une séparation, les familles, les amis, etc. Tu n'y penses pas trop? Non, j'y pense pas trop. Enfin, c'est une épreuve que tous les footballeurs, ils sont tous passés par là. Pour être professionnel, il faut faire des sacrifices. Exactement. Et je pense que je suis prêt à surmonter cette épreuve avec ma mère, mon frère et ma sœur qui seront toujours là derrière moi. Quels sont tes projets justement à long terme? À court et long terme? À court terme, tout d'abord, ce serait de m'adapter à la culture anglaise, la culture footballistique aussi, parce que c'est pas la même qu'en France. Là, tu fais un bac, tu as fait un bac déjà? Là, c'est cette année mon bac. Là, je vais pas cette année. Donc il faut l'avoir, c'est important. C'est important. À long terme, ça serait de signer mon contrat professionnel le plus rapidement possible. Essayer de gagner la confiance du coach pour avoir un peu de temps de jeu, pourquoi pas devenir titulaire aussi. Et gagner des titres avec ce club. Oui. Alors nous avons monté le message d'un garçon qu'on ne sait pas de qui il s'agit, mais je vais juste te faire écouter ce garçon. Tu vas nous dire de qui il s'agit. Écoutez. Salut Noah, voilà Serge Aurier. Voilà, je vais juste te féliciter pour ta signature à Bournemouth. Et je voulais te dire aussi que c'est un chapitre qui s'ouvre pour toi, mais il y en a encore beaucoup derrière. Ça dépendra que de toi. Donc j'espère vraiment que tu vas tout casser là-bas. De toute façon, je m'inquiète pas. Quand on vient de se rendre, on casse toujours tout ailleurs. Voilà, donc grosse force à toi, ok? Et puis écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là, ok? Allez, bon courage, petit. Ciao. Bonne chance à toi ici. Tu as besoin de nous, on est là. Bonne chance à toi, petit. Ciao. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Ça fait chaud au cœur, parce que c'est Serge Aurier quand même.
c'est un grand joueur que j'apprécie beaucoup, que je regarde beaucoup. Je sais même pas quoi dire. C'est un joueur qui est passé par là. C'est un joueur issu de la région parisienne, qui a la double culture franco-ivoirienne, qui a choisi de jouer pour son pays. Et si aujourd'hui ces messages-là sont adressés à Noah, c'est parce qu'il sait ce qui va se passer sur le long et le court terme. Tu as un message à adresser aux téléspectateurs qui nous regardent, aux Ivoiriens qui sont nombreux, aux jeunes Ivoiriens comme toi, aux jeunes Camerounais, Sénégalais qui te regardent? Tout d'abord, croyez en vos rêves. Allez toujours au bout de ce que vous entreprenez, c'est important. Il ne faut jamais lâcher. Mais dans la vie, il y a toujours des priorités. Enfin, pour moi, c'est les priorités que je vois. C'est aller à l'école, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi. Par exemple, là, j'ai signé à Bournemouth, mais je vais toujours à l'école, c'est important. Parce qu'on signe tous dans des centres de formation, mais la plupart ne terminent pas professionnels. Donc c'est important d'avoir un bagage derrière pour reprendre sa vie si on ne termine pas professionnel. Nous allons vous laisser le mot de la conclusion tout à l'heure, mais un petit mot de Macan quand même. Non, j'ai la chair de poule quand je vois des histoires comme ça. C'est une belle histoire. Je pense qu'il est promis à un grand avenir. Ce qui me fait plaisir, c'est que ces conseillers ont compris et ont bon état d'esprit que c'est important de prendre les bonnes décisions parce que, comme il l'a si bien dit, combien terminent professionnels? Pas beaucoup. Donc c'est une bonne chose et c'est une initiative dont je suis ambassadeur d'ailleurs en Côte d'Ivoire avec M. Diabaté. On est à la 3e édition où on a lancé une campagne qui s'appelle Football d'accord, mais école d'abord. C'est important, je pense que c'est important de se former parce qu'on touche du bois, on peut commencer une carrière et demain être blessé. Si on n'a pas une formation, qu'est-ce qu'on fait? Une carrière de football dure 15 ans au maximum. Qu'est-ce qu'on fait après? En tout cas, bravo à ces accompagnateurs, bravo aux jeunes et bonne chance pour la suite. Farah, c'est à vous, je vais laisser le premier mot de conclusion et après le jeune Noah va conclure. D'abord, merci beaucoup. Merci à Macan. Macan, on s'est rencontrés en Égypte lors de la CAN. On a beaucoup échangé. Donc je le remercie parce que c'est des conseils aujourd'hui qui nous vont droit au cœur. Concernant Noah, Noah, c'est un garçon aujourd'hui en qui on a beaucoup d'espérance. Parce que c'est un garçon qui sait ce qu'il veut. Il a la tête sur les épaules. Et aujourd'hui, je n'ai pas de doute sur lui. Donc la seule chose que nous, on va faire, c'est l'encourager. L'encourager à aller de l'avant et à aller chercher ce qu'il veut avoir. Voilà. Oui, Maya aussi nous a servi d'intermédiaire pour vous faire venir ici, chez nous, et ça nous fait vraiment plaisir. Un dernier mot, Noah? Tout d'abord, merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. J'espère revenir. Et j'espère revenir et faire une grosse carrière aussi, comme les Drogba en Angleterre et tout, les Yaya Touré, les Serge Aurier. Ce sont tes exemples. Quelle est ta référence en matière de défenseur? Ma référence actuelle, ce serait Robertson, défenseur actuel de Liverpool. C'est ma référence parce que je trouve qu'on a le même style de jeu. Il est rapide, puissant et puis il sente bien. Donc c'est pour ça que je le prends comme référence. Voilà. En tout cas, si tu deviens un énorme joueur, n'oublie pas quand même que tu es passé à Africa 24 et lorsque tu passes à Paris, passe quand même nous voir. Oui, sans problème. La première. C'est important. Sans problème. D'accord, ici tu as le ballon d'or, tu dis un petit mot, tiens, le ballon d'or que je te dis, Africa 24. Il n'y a pas de problème. Ok. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve dans une prochaine émission sur Africa 24 TV. Restez avec nous, restez fidèles. Dans quelques instants, un nouveau journal sous nos antennes.